Dans le silence de la petite ville autrichienne d'Amstetten, derrière les murs d'une maison ordinaire avec un jardin, une histoire d'horreur inimaginable se déroulait depuis des années. Aucun voisin n'aurait pu soupçonner qu'une prison secrète se cachait sous leurs pieds, un lieu de souffrance et d'obscurité créé par un seul homme, Josef Fritzl. Sa famille, ses amis et ses connaissances le considéraient comme un mari exemplaire et un père attentionné. Mais derrière cette façade se dissimulait une vérité effroyable. Ce qui avait commencé comme la disparition d'une jeune femme s'était transformé en l'un des cas de captivité les plus cruels de l'histoire moderne. Elisabeth Fritzl, disparue à l'âge de 18 ans, n'avait pas fui sa maison comme tout le monde le pensait. Au contraire, elle était enfermée dans la cave de sa propre maison familiale, condamnée à 24 années de torture, d'humiliation et de terreur. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un crime, mais aussi celle de la résilience humaine, d'un combat pour la survie et d'un espoir inébranlable de retrouver la liberté, même au cœur des ténèbres les plus profondes. Josef Fritzl est né le 9 avril 1935 à Amstetten. Sa mère, Maria Nenning, était une mère célibataire, car Joseph l'aîné, son père, avait abandonné la famille lorsque Joseph avait seulement 4 ans. Maria a donné son nom de jeune fille à son fils parce qu'elle n'était pas mariée lorsqu'elle l'a mis au monde. On sait peu de choses sur Joseph l'aîné, sinon qu'il était un homme violent et alcoolique. Après son départ, Maria a élevé son fils seule, mais son éducation était extrêmement stricte, en particulier après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les punitions devenaient de plus en plus sévères. Si auparavant, elle le frappait avec la main ouverte, elle a commencé à utiliser son poing fermé, et parfois même sa botte. Joseph était parfois attaché au lit ou forcé de dormir dehors. La Seconde Guerre mondiale a eu un impact considérable sur la petite enfance de Joseph. Son père a rejoint les nazis et n'est jamais revenu à la maison. Amstetten, la ville où il vivait, avait une importance stratégique en raison des voies ferrées reliant l'Allemagne et l'Italie, ce qui en faisait une cible fréquente des bombardements alliés. Après la guerre, la ville fut occupée par les Russes, ce qui aggrava encore la situation. L'anarchie régnait, les meurtres et les violences sexuelles étaient courants et la nourriture était rare. Maria, sous ces conditions, est devenue de plus en plus sévère avec son fils, qui manifestait déjà des tendances violentes dès son plus jeune âge. Malgré les conditions difficiles, Joseph était un enfant curieux qui aimait réparer des objets. Il était connu dans le quartier pour ses compétences et son talent en bricolage. Cependant, même à l'adolescence, sa vie était marquée par de nombreuses restrictions. Les adolescents d'Amstetten avaient peu d'opportunités pour rencontrer des filles. En raison du danger représenté par l'occupation russe, les parents surveillaient étroitement leurs filles. Elles étaient toujours accompagnées lorsqu'elles sortaient et passaient la majeure partie de leur temps enfermées chez elles. Cet isolement, combiné à l'enfance difficile de Joseph, a eu un impact profond sur son développement psychologique. Avec les années, la nature violente de Joseph est devenue de plus en plus apparente. Sa mère, Maria, qui lui témoignait au début une certaine affection, est devenue froide et cruelle avec le temps. L'isolement émotionnel et la violence physique ont façonné la personnalité de Joseph. Entouré par les traumatismes de la guerre, le chaos et le manque des besoins humains fondamentaux, Joseph a grandi pour devenir une personne qui, plus tard, commettrait certains des crimes les plus horribles de l'histoire de l'Autriche. Après la guerre, son talent pour la réparation lui a permis d'acquérir un certain statut dans la communauté, mais son obscurité intérieure restait cachée derrière l'apparence d'un homme ordinaire. La vie dans la pauvreté, marquée par la violence physique et émotionnelle, a nourri des pulsions perverses qui, plus tard, conduiraient à une tragédie qui choquerait le monde. Josef Fritzl, à l'adolescence, a commencé à manifester les premiers comportements déviants annonçant son côté sombre. À l'âge de 16 ans, il a surgi des buissons pour exposer ses parties intimes à une femme qui passait à proximité. Cet incident a marqué le début de son penchant pour un comportement troublant. Peu de temps après, Joseph a quitté l'école secondaire et a commencé à suivre des cours du soir en ingénierie. Pendant la journée, il travaillait dans une entreprise de métallurgie pour subvenir à ses besoins. Joseph a déménagé à Linz, une ville située à 60 km au nord-ouest d'Amstetten,
où il a passé 3 ans à perfectionner ses compétences en ingénierie. Malgré son succès professionnel, il n'avait toujours pas de petit ami. Tout a changé en 1956 lorsqu'il a été invité à une fête où il a rencontré une jeune femme nommée Rosemary Bayer. Pendant leur relation, ils ont découvert qu'ils partageaient des aspirations similaires, notamment le désir d'avoir une grande famille. Joseph s'imaginait comme le principal pourvoyeur, tandis que Rosemary s'occuperait du foyer et des enfants. Leur vision de la vie était assez commune pour l'époque. Le couple s'est marié la même année et, malgré tous les traumatismes de son enfance, Joseph a réussi à mener une vie apparemment normale. Il travaillait comme ingénieur et élevait une famille avec sa femme, Rosemary. Pour économiser de l'argent, ils ont décidé de s'installer dans la maison de sa mère, à Amstetten. Joseph passait la semaine chez les parents de Rosemary à Linz, où il travaillait, et rentrait chez lui les week-ends. Sa mère Maria tenait une pension, ce qui permettait à Joseph et Rosemary d'avoir leur propre appartement avec 2 chambres, une option bien plus abordable que de louer un logement à Linz. Leur désir commun d'avoir une grande famille a commencé à se réaliser lorsque leur première fille, Ulrike, est née en 1957, 3 ans plus tard, en 1960, ils ont eu une deuxième fille, Rosemary Junior. Cependant, au cours de cette seconde grossesse, des complications sont survenues et les médecins ont averti Rosemary que d'autres grossesses pourraient être dangereuses pour elle. Malgré ces avertissements, en 1963, elle a donné naissance à leur premier fils, Harald. Peu de temps après la naissance de Harald, Joseph a eu une opportunité professionnelle à l'étranger. Son entreprise l'a envoyé en Afrique, où il a passé 18 mois sans aucun contact avec sa famille. Lorsqu'il est finalement rentré, ses enfants ne le reconnaissaient plus. Malgré l'absence de Joseph, qui provoquait un certain chaos au sein du foyer des Fritzl, la famille accueillit leur 3e fille, Elisabeth, le 8 avril 1966. Alors que Rosemary vivait désormais à Amstetten, s'occupant de leurs 4 enfants, Joseph commençait à avoir des ennuis à Linz. Il se mit à s'exhiber devant des femmes et finit par se faire arrêter, recevant seulement un avertissement. Peu après, il fut signalé pour tentative d'agression sexuelle sur une jeune femme, mais une fois encore, il ne reçut qu'un avertissement. En octobre 1967, Joseph commença à traquer une jeune infirmière qu'il avait remarquée dans les rues de Linz. Il découvrit que son mari travaillait parfois de nuit et qu'elle dormait avec la fenêtre ouverte, même lorsqu'elle était seule. Le 27 octobre de cette même année, Joseph escalada sa fenêtre, s'introduisit chez elle, prit un couteau dans la cuisine et, sous la menace de cette arme, l'agressa sexuellement. Après cela, il se rhabilla et s'enfuit par la fenêtre. Malgré sa fuite, la femme appela immédiatement la police. Joseph fut rapidement arrêté et avoua son crime. Il fut condamné à 18 mois de prison. Contrairement à la période passée en Afrique, cette fois-ci, il eut l'occasion de voir sa famille. Rosemary lui rendait visite régulièrement derrière les barreaux et ne prononça jamais une seule parole de reproche à son égard. Pendant son séjour en prison, elle trouva un emploi dans une boulangerie pour subvenir aux besoins de la famille. À sa sortie de prison, Joseph trouva un travail dans une entreprise de matériaux de construction à Amstetten. Lors de l'entretien, il avoua ses condamnations passées, mais grâce à ses compétences en ingénierie, il obtint tout de même le poste. Son crime fut ignoré par presque tout le monde, y compris par Rosemary. La famille continua de s'agrandir et en 1971, Rosemary donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, Joseph Junior et Gabriele. Un an plus tard, en 1972, leur dernier enfant, une fille prénommée Doris, vint au monde. À ce moment-là, Joseph avait déjà quitté le secteur du bâtiment pour rejoindre une nouvelle entreprise où il était responsable de la division autrichienne. Aux yeux des habitants d'Amstetten, les Fritzl formaient une famille respectable. Joseph était connu comme un père estimé avec un emploi prestigieux et la famille vivait toujours dans un appartement de 2 chambres avec leurs 7 enfants. Ce n'est que lorsqu'un des locataires de leur immeuble décéda que Joseph saisit l'opportunité de rénover l'unité en chambre supplémentaire pour les enfants. Quand les locataires d'un autre appartement finirent par partir, Joseph put enfin commencer à mettre en œuvre son nouveau projet. Joseph Fritzl décida de rénover son immeuble d'une manière qui éveillait les soupçons,
bien qu'il ait officiellement déclaré la construction d'une terrasse sur le toit, de nouveaux appartements et d'une cave. Derrière cette façade, une sombre vérité était dissimulée. Le sous-sol qu'il construisit n'était pas un simple espace de stockage, c'était une prison, soigneusement conçue avec une porte renforcée, une isolation acoustique et des pièces aménagées. Fritzl mena toute la construction avec une discrétion incroyable, travaillant de nuit et en l'absence de sa famille. Ce sous-sol devint le centre sinistre de la double vie de Joseph. Bien qu'il vivait à proximité immédiate de sa femme et de ses enfants, personne ne savait ce qui se passait sous leurs pieds. Elisabeth Fritzl était une jeune fille calme et réservée qui n'avait que peu d'amis et passait peu de temps à l'extérieur. Après la rénovation de la maison, Joseph commença à passer de plus en plus de temps dans son espace privé où il entreprit progressivement d'abuser d'Elisabeth. Il commença par lui faire des menaces verbales, lui disant que la police ne la croirait jamais si elle tentait de le dénoncer. Puis il passa aux menaces physiques, affirmant qu'il la tuerait si elle révélait ce qui se passait. Durant cette période, les 3 enfants les plus âgés quittèrent la maison. Ulrich et Rosemary Jr. se marièrent et partirent, tandis que Harald entama une formation de cuisinier dans une autre ville. Elisabeth parvint temporairement à échapper à son père en travaillant pendant 2 ans dans une autre ville, mais à son retour, Joseph reprit le contrôle total de sa vie. Le 29 janvier 1983, Elisabeth et une amie voyagèrent à Vienne dans l'espoir de commencer une nouvelle vie loin de leurs problèmes familiaux. Cependant, Joseph Fritzl signala sa disparition à la police 5 jours après être resté sans nouvelles d'elle. Les recherches prirent fin le 18 février lorsque les policiers la retrouvèrent à une fête à Vienne. Une voisine avait signalé du bruit et en arrivant sur place, les policiers vérifièrent l'identité de tous les présents. Lorsqu'ils réalisèrent qu'Elisabeth était parmi eux, ils l'arrêtèrent et appelèrent son père pour qu'il vienne la chercher. Joseph Fritzl ramena à nouveau Elisabeth sous son contrôle. Ce fut un tournant décisif qui marqua le début de son long emprisonnement dans la cave de la maison familiale, où elle passera les 24 années suivantes, isolée du monde et soumise à des abus inimaginables. Joseph Fritzl avait des projets funestes pour sa fille Elisabeth, des plans qui culminèrent le 28 août 1984. Ce jour funeste, Elisabeth disparut à nouveau. Joseph signala sa disparition, mais la police ne put rien faire car Elisabeth avait alors 18 ans, ce qui signifiait qu'elle pouvait légalement partir si elle le souhaitait. Un policier suggéra qu'elle était probablement partie volontairement et qu'il était possible de remplir un rapport, mais qu'aucune action ne serait entreprise. Joseph affirma à tout le monde que sa fille était une jeune femme rebelle qui avait commencé à s'intéresser aux religions alternatives. Il façonna une image qui alimenta les rumeurs selon lesquelles Elisabeth avait peut-être fugué pour rejoindre une secte, mais la réalité était bien plus sombre et brutale. Le jour de la disparition d'Elisabeth, Joseph lui demanda de l'aider à déplacer quelques objets dans le sous-sol. Ne se méfiant pas des intentions de son père, elle le suivit docilement dans cet espace sombre et faiblement éclairé. Une fois le travail terminé, Joseph l'entraîna plus profondément dans la cave, jusque dans son atelier. Cet endroit n'était pas un simple sous-sol. C'était une section secrète de la maison, méticuleusement construite pour être cachée de tous, y compris de la mère d'Elisabeth, Rosemary. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'atelier, Joseph dit à Elisabeth qu'il devait lui parler en privé. Il savait que cet endroit lui faisait peur, car elle ne l'avait jamais vu auparavant. Alors qu'elle était assise sur une chaise, Joseph s'approcha par derrière. Sans avertissement, il appuya un tissu contre son visage. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Elisabeth ne perde connaissance. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle réalisa qu'elle était enchaînée. Ses mains étaient attachées dans son dos et un bâillon dans sa bouche l'empêchait de crier. Elisabeth se trouvait sur un grand lit dans une pièce aménagée pour une longue détention. Il y avait une télévision, un magnétoscope, un petit réchaud électrique, un lavabo et des toilettes. Au centre de la pièce, un poteau métallique fixé au sol servait d'ancrage à la chaîne qui liait ses mains, limitant chacun de ses mouvements. Elle comprit rapidement que cette partie du sous-sol était spéciale et sinistrement cachée. La cave ne figurait sur aucun plan de construction de la maison et les inspecteurs n'avaient jamais examiné cet espace.
La seule entrée se trouvait derrière une bibliothèque mobile, dissimulant une ouverture d'1 mètre de hauteur. Joseph devait s'accroupir pour passer par le passage étroit et atteindre cette cellule souterraine, entourée de murs de béton, plongée dans l'obscurité et un silence presque total. Cet endroit représentait le secret le plus terrifiant de Fritzl. Le 2e jour de captivité d'Elisabeth fut encore plus brutal. Joseph la maltraita pendant 40 minutes, la frappant et lui infligeant de la douleur. C'était sa méthode pour briser sa volonté. Son objectif était clair, rendre Elisabeth totalement soumise et dépendante de lui. Ce n'était pas seulement un acte de violence physique, c'était le début d'un processus dans lequel Joseph comptait contrôler chaque aspect de son existence. Le calvaire d'Elisabeth ne faisait que commencer, et Joseph poursuivait sans relâche la réalisation de ses plans monstrueux. Alors que tout le monde croyait que la jeune femme avait fugué, sa réalité s'était transformée en un cauchemar qui allait durer des années. Après le passage à tabac, il est parti. Il lui ôta les chaînes des mains et les verrouilla avec une chaîne plus lourde autour de la taille. Cette chaîne était assez longue pour lui a permis d'accéder à l'évier et aux toilettes, mais cela a également facilité la vie sexuelle de Joseph, attaquer sa fille, ce qu'il a déjà fait. Il l'a laissée couverte de sang et battue sur le lit. Il est revenu le même jour pour abuser d'elle à nouveau. Et cette tendance va perdurer pendant des années. Joseph avait un appétit sexuel insatiable et agressait sexuellement Elisabeth plusieurs fois par jour. Initialement se battrait. Elle donnerait des coups de pied et les mains. Je lui gratterais le visage, mais à la fin, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas sens. Joseph a finalement commencé à apporter vidéos pornographiques et jouets sexuels. Je forcerai Elisabeth pour regarder des vidéos et il mime ce qui se passe à la télévision. Joseph Fritzl était un maître de la manipulation et sa cruauté ne connaissait aucune limite. Après 1 mois de captivité, il décida de renforcer son alibi et de rendre son histoire encore plus crédible. Il força Elisabeth à écrire une lettre dans laquelle elle affirmait avoir fui la maison pour rejoindre une secte. Cela correspondait parfaitement au récit qu'il avait déjà donné à sa femme Rosemary et à la police. Elisabeth ne se soumit pas facilement à cette demande. Il fallut une semaine de menaces, de privation de nourriture et de harcèlement psychologique avant qu'elle ne finisse par rédiger la lettre. Une fois celle-ci prête, Joseph parcourut 160 km loin de chez lui et se l'envoya par la poste. De cette manière, il renforça encore davantage son mensonge auprès des autorités et des membres de sa famille. Rosemary, qui vivait sous le même toit, affirma plus tard qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait sous son propre toit. Selon elle, elle croyait réellement qu'Elisabeth avait fugué et rejoint une secte, comme Joseph l'avait suggéré. Cette lettre, soi-disant envoyée par Elisabeth 1 mois après sa disparition, renforça encore la version de Joseph. Pourtant, beaucoup se demandèrent comment Rosemary avait pu vivre des années sans comprendre ce qui se passait. Certains témoins déclarèrent qu'elle était profondément apathique, émotionnellement absente et à peine consciente de la réalité qui l'entourait. Joseph ne se contenta pas de manipuler avec la lettre. Au printemps de l'année 1985, il décida de rendre l'espace où il détenait Elisabeth encore plus imprenable et sécurisé pour lui. Il se procura 2 portes creuses en acier, les remplit de béton et les installa à des endroits stratégiques. La première porte fut placée à l'entrée de la section secrète du sous-sol, derrière la bibliothèque coulissante, tandis que la seconde fut installée à l'entrée de la chambre d'Elisabeth. Pour encore plus de sécurité, il équipa ses portes de serrures à clavier électronique. Pour terrifier encore davantage Elisabeth et assurer son obéissance, il lui dit que ces portes étaient conçues de telle manière que si elle tentait de les ouvrir de l'intérieur, elle recevrait une décharge électrique ou un gaz toxique se libérerait. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais après avoir été enfermée, torturée et agressée par son propre père, Elisabeth n'avait aucune raison de douter de ses menaces. Elle était déjà persuadée qu'il était capable du pire. Cette nouvelle étape de captivité renforça encore davantage le contrôle de Joseph. Tandis qu'il exécutait son plan avec une précision diabolique, Elisabeth tentait de comprendre ce qui lui arrivait. Les premiers jours, elle était sous le choc, pensant que cela n'était que temporaire et que son père finirait par la libérer.
Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines puis en mois, la réalité finit par s'imposer à elle. Chaque nouvelle décision de Joseph, de la lettre aux portes en acier, était un nouvel élément qui cimentait son emprisonnement. Du point de vue de Joseph, c'était une opération parfaitement orchestrée, mais du point de vue d'Élisabeth, ce sous-sol était devenu son monde, un lieu d'horreur, de souffrance et d'isolement. Sans aucun espoir, entouré de murs de béton froid et confronté à la brutalité de son père, sa vie se résumait à une simple survie. Bien que nous connaissions aujourd'hui les détails de son histoire, il est difficile de comprendre pleinement l'ampleur de sa souffrance durant ses premiers mois de captivité. Elisabeth Fritzl continua de vivre dans une peur constante, soumise aux violences et aux menaces incessantes de son père. Au fil des années, son combat pour survivre devint presque surhumain, et sa volonté de s'échapper de cet enfer s'amenuisait peu à peu. Malgré cela, elle trouva la force de résister aux abus physiques et psychologiques que Joseph lui infligeait quotidiennement. Parfois, la brutalité de ses attaques était si intense qu'il craignait d'être allé trop loin, mais Elisabeth parvenait toujours à s'en remettre. Sa vie changea à jamais en août 1986 lorsqu'elle réalisa qu'elle était enceinte. Joseph fut enchanté par l'idée d'un nouvel enfant, mais la première tentative de maternité d'Elisabeth se termina par une fausse couche au 10e mois de grossesse. La perte du bébé, combinée au traumatisme de son emprisonnement, plongea Elisabeth dans une profonde dépression. Elle perdit tout espoir et accepta que sa vie se résumait désormais à celle d'une esclave, enfermée entre 4 murs de béton. 2 ans plus tard, le 30 août 1988, Elisabeth donna naissance à son premier enfant, une fille nommée Kerstin, dans la cave. Elle était totalement seule pendant l'accouchement. Quelques mois avant le terme, Joseph lui avait donné un livre sur l'accouchement, une couverture, des ciseaux et un paquet de couches, mais personne n'était là pour l'aider. Elisabeth réussit à accoucher seule, à couper le cordon ombilical et à envelopper le nouveau-né. Puis, elle passa 10 jours seule avec le bébé dans l'obscurité, jusqu'à ce que Joseph revienne. L'arrivée de l'enfant ne changea en rien le comportement de Joseph. Il continua d'apporter de la pornographie dans la pièce et de l'agresser sexuellement, parfois plusieurs fois par jour. Ces abus conduisirent Elisabeth à tomber enceinte environ tous les 2 ans, au cours des 15 années suivantes. Ainsi naquit Stéphane en 1990, puis Lisa en 1992. Lorsque Lisa vint au monde, Joseph conclut que l'espace dans la cave était devenu trop exigu pour un autre enfant. Lisa était différente de ses frères et sœurs plus âgés, beaucoup plus bruyante et sensible. Elle pleurait souvent et était agitée, ce qui compliquait la tâche de Joseph pour maintenir l'illusion d'une vie normale au-dessus de la cave. Il décida alors de mettre en place l'un de ses plans les plus tordus, adopter sa propre petite fille. En mai 1993, alors que Lisa avait 9 mois, Joseph la plaça dans une boîte et la laissa devant sa propre porte. Il joignit une note qu'il avait forcé Elisabeth à écrire, expliquant qu'elle ne pouvait pas s'occuper de l'enfant et espérant qu'elle ne représenterait pas un trop grand fardeau. La note contenait également des informations de base sur le bébé, comme le fait qu'elle buvait au biberon et mangeait à la cuillère. Incroyablement, les services sociaux acceptèrent cette situation comme légitime et permirent à Joseph et Rosemary d'adopter la petite fille. Elisabeth, malgré toutes ses peurs et souffrances, continua de s'occuper de Kerstin et Stéphane, tout en vivant un cycle incessant de grossesse, d'accouchement et de maternité dans une totale isolation. Chaque enfant apportait un nouvel espoir, mais aussi de nouveaux défis, alors que sa vie se poursuivait à l'intérieur de la prison, qu'elle appelait désormais sa maison. La situation aurait probablement été différente si Joseph avait eu un casier judiciaire, mais en Autriche, à cette époque, les condamnations étaient automatiquement effacées après 15 ans. Ainsi, Joseph était désormais propre, mais tout se reproduisit à nouveau. Elisabeth donna naissance à Monica en 1994, et peu après, le bébé fut une nouvelle fois abandonné devant la maison des Fritzl, cette fois dans une poussette. Quelques minutes après que Rosemary eut découvert le bébé à l'extérieur, le téléphone sonna. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine prétendit être Elisabeth, mais il était évident qu'il s'agissait d'un enregistrement. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau,
et le même message préenregistré fut diffusé. Bien que ce détail fût étrange, Joseph haussa les épaules et prit une décision. Cette fois-ci, il ne reconnut pas Monica comme sa propre fille, mais la plaça en famille d'accueil, car cela lui permettait de recevoir plus d'argent du gouvernement. Bien qu'il n'eût pas besoin de cet argent, Joseph, qui avait grandi dans la pauvreté, ne pouvait pas laisser passer une opportunité de gain supplémentaire. Les services sociaux contrôlèrent la famille Fritzl à plusieurs reprises, mais ils ne trouvèrent aucune irrégularité. Ils les considéraient comme des parents aimants et attentionnés, si bien que les doutes qui auraient pu surgir ne furent jamais soulevés. Il semblait que ces enfants abandonnés avaient trouvé un refuge sûr et une famille qui leur apportait de l'amour. Lisa, l'un des enfants d'Elisabeth, souffrait d'un problème cardiaque et une opération lui sauva la vie peu après son arrivée chez les Fritzl. Cette situation renforça encore davantage l'image positive que la communauté avait de la famille. Mais cela se reproduisit encore une fois. En 1996, Elisabeth donna naissance à des jumeaux qu'elle appela Alexander et Michael. Alexander naquit en bonne santé, mais ce ne fut pas le cas de Michael. Dès le lendemain, il commença à avoir des problèmes respiratoires. Elisabeth supplia son père de lui venir en aide, mais Joseph répondit simplement « Ce qui doit arriver, arrivera ». Michael mourut 2 jours après sa naissance, et Elisabeth enveloppa son petit corps dans une couverture, attendant que Joseph revienne au sous-sol. Lorsqu'il revint le lendemain, Joseph brûla le corps de Michael dans un four. À 1 an et demi, Alexander fut le 3e et dernier des enfants d'Elisabeth à être déposé sur le seuil des Fritzl. Une fois encore, Joseph plaça l'enfant en famille d'accueil, augmentant ainsi les allocations qu'il recevait de l'État. Aux yeux du monde extérieur, la famille Fritzl continuait d'apparaître comme aimante et bienveillante, alors que la véritable horreur se déroulait sous leurs pieds. À ce stade, Joseph agrandit la prison souterraine pour offrir plus d'espace aux enfants. Il creusa plus de zones qu'il n'en utilisait à ce moment-là, se contentant ensuite de les relier et de les équiper. Il ajouta une douche, 2 lits supplémentaires, un réfrigérateur, un four plus grand et des ventilateurs pour améliorer la ventilation. Joseph continua de contrôler chaque aspect de la vie d'Elisabeth, dictant ce qu'elle faisait et comment elle élevait ses enfants. Il utilisait la peur et la manipulation pour garder son emprise sur elle et s'assurer qu'elle ne tenterait jamais de s'échapper. En plus de cela, il descendait régulièrement dans le sous-sol pour raconter à Elisabeth et aux enfants captifs tout ce que faisaient les 3 enfants vivant à l'étage. Il leur montrait des photos des enfants en vacances ou lors de célébrations, et la famille emprisonnée devait feindre la joie pour éviter d'attirer la colère de Joseph. Mais lorsqu'il était absent, Elisabeth prenait soin d'éduquer ses enfants sur leur véritable situation. La plus longue période entre les naissances survint avant l'arrivée de Félix, le dernier enfant. Il naquit en 2003 et contrairement aux 3 enfants précédents, il resta dans le sous-sol. Il semblait que Joseph estimait que Rosemary ne pourrait pas gérer un autre enfant et la cellule était désormais suffisamment grande pour accueillir plus d'enfants. Après la naissance de Félix, Joseph se plongea dans un plan encore plus dément pour l'avenir. Il commença à acheter des propriétés avec l'intention de devenir un entrepreneur. Plus tard, il révéla à un psychiatre qu'il savait que les enfants finiraient par grandir et qu'ils devraient être intégrés dans la société, mais que leur isolement rendrait cela presque impossible. Joseph prévoyait donc de créer une entreprise de construction immobilière où toute la famille emprisonnée pourrait travailler. Il envisageait de rénover le premier étage du bâtiment où il avait grandi afin d'y loger la famille captive. Finalement, selon son plan, Elisabeth pourrait sortir de la secte avec ses 3 enfants restants et ainsi réunir les 2 familles. Joseph imaginait qu'Elisabeth travaillerait comme sa secrétaire, tandis que les 3 enfants captifs seraient placés à différents postes au sein de son entreprise. Lorsqu'il commença à discuter de ses plans avec Elisabeth, elle se montra bien sûr d'accord par pur instinct de survie et par la peur qu'elle éprouvait envers son père. Au début de l'année 2008, Joseph expulsa les locataires du premier étage et força Elisabeth à écrire une lettre indiquant qu'elle prévoyait de rentrer chez elle. Il commença alors à rénover la maison, espérant réunir les 2 familles avant la fin de l'année. Mais en avril de cette année-là, 2 des enfants captifs tombèrent gravement malades.
L'aînée d'Elisabeth, Kerstin, alors âgée de 19 ans, et Félix, âgé de 4 ans, présentèrent des symptômes inquiétants. Félix se rétablit rapidement, mais l'état de Kerstin se détériora de manière alarmante. Elle se mit à convulser, et Joseph réalisa qu'il pourrait exploiter cette situation comme une opportunité pour rassembler ces deux familles. Le 19 avril 2008, Joseph et Elisabeth transportèrent Kerstin à l'étage, dans l'appartement de Joseph, et la déposèrent sur un lit. À ce moment-là, Rosemary était absente, rendant visite à une amie, et les 3 autres enfants dormaient encore. Elisabeth retourna ensuite dans le sous-sol, tandis que Joseph appela les secours. Il déclara avoir trouvé une jeune femme nécessitant une assistance médicale urgente. Lorsque l'ambulance arriva, Kerstin fut immédiatement transportée à l'hôpital et Joseph apporta avec lui la lettre qu'il avait forcé Elisabeth à écrire, décrivant l'état de santé de Kerstin au cours des derniers jours. Kerstin fut rapidement stabilisée et placée dans un coma artificiel, mais les médecins devinrent immédiatement suspicieux en raison des circonstances floues entourant son cas. Ils tentèrent d'interroger Joseph sur les antécédents de la jeune femme et comme à son habitude, il tenta d'expliquer la situation par une histoire inventée de secte. Cette fois, cependant, le médecin ne fut pas convaincu. Avec si peu d'informations sur la patiente, ils soupçonnèrent un possible empoisonnement et décidèrent d'alerter les autorités. La nouvelle d'une jeune femme mystérieuse hospitalisée se répandit rapidement dans les médias. Les autorités annoncèrent qu'Elisabeth devait revenir à Amstetten pour répondre aux accusations de négligence ayant entraîné des blessures graves. Cependant, les enquêteurs remarquèrent rapidement quelque chose d'étrange dans les lettres et notes supposément envoyées par Elisabeth. Aucune ne mentionnait une quelconque organisation ou croyance sectaire, ce qui était très inhabituel. En général, quelqu'un appartenant à une secte fait fréquemment référence à ses croyances dans ses écrits. Ces incohérences renforcèrent les soupçons des enquêteurs. Pendant que les événements se déroulaient à la surface, Elisabeth, Stéphane et Félix passèrent les 3 jours suivants enfermés dans la cave, sans visite de Joseph et sans aucune nouvelle de Kerstin. Leur incertitude et leur peur grandirent, tandis qu'ils attendèrent la prochaine décision de Joseph. La découverte de Kerstin sur le seuil des Fritzl déclencha une série d'événements qui menèrent rapidement à la révélation de l'une des histoires de captivité les plus effroyables de l'histoire moderne. Son état critique alarma non seulement la police, qui commença immédiatement à poser des questions, mais aussi les membres de la famille qui souhaitaient revoir leur parente disparue depuis longtemps. Face à la pression croissante et à la demande des autorités pour un test ADN, Joseph comprit qu'il était temps d'orchestrer l'évasion de sa fille Elisabeth d'une secte imaginaire. Le 25 avril, Joseph sortit les 3 enfants de la cave. Il les habilla, puis les emmena à l'étage, où ils furent réunis avec les autres membres de la famille. Ce fut le moment qui marqua le début de la fin de son secret monstrueux. Le lendemain, Joseph et Elisabeth visitèrent Kerstin à l'hôpital, où ils parlèrent avec un médecin. À la grande frustration de Joseph, les médecins ne purent expliquer précisément la cause de l'état critique de Kerstin. Son cas restait un mystère, ce qui éveilla encore plus les soupçons du personnel médical. Alors qu'ils quittèrent l'hôpital, 2 détectives les attendirent. Elisabeth fut placée en garde à vue pour être interrogée, sous prétexte de faire partie d'une secte qui aurait manipulé sa vie pendant des années. Les détectives tentèrent de comprendre qui était responsable du transfert des enfants et pourquoi Kerstin était dans un état aussi critique. Elisabeth garda le silence jusqu'à ce qu'on lui menace de lui retirer ses autres enfants si elle ne parlait pas. C'est à ce moment-là qu'elle céda, à condition de ne plus jamais voir son père et que ses enfants ne lui soient pas enlevés. Elisabeth accepta de raconter la vérité. Pendant l'heure suivante, Elisabeth détailla les 24 années de captivité qu'elle avait endurées. Elle raconta comment son père l'avait assommée en 1979, avant de se réveiller enchaîné dans la cave. Elle décrivit les années de sévices sexuels et comment chacun de ses enfants était né de ces abus. Son témoignage glaça les enquêteurs jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Après avoir entendu son histoire, l'un des détectives se rendit dans la pièce voisine où Joseph Fritzl attendait et l'arrêta immédiatement. Joseph ne résista pas et, à la demande des autorités,
il donna à contre-cœur le code permettant d'ouvrir la porte de la cellule secrète. Lorsque les autorités pénétrèrent enfin dans le sous-sol sous la maison des Fritzl, elles découvrirent une scène sortie d'un cauchemar. Stéphane et Félix furent trouvés, terrifiés et affamés, dans la cave qui avait été leur seul foyer pendant des années. Cet endroit, situé à quelques mètres à peine sous une vie de famille apparemment normale, était une prison sans lumière naturelle, aux murs de béton insonorisés. L'air y était lourd et les conditions misérables. Des signes évidents montraient que des enfants y avaient vécu. De maigres matelas, des jouets devenus des reliques silencieuses d'une enfance volée et des traces de notes écrites par les captifs. L'une des découvertes les plus effrayantes fut celle de contenus pornographiques, de jouets sexuels, de menottes et de comprimés de rohypnol, une drogue souvent utilisée pour les agressions sexuelles. Les enquêteurs trouvèrent également les carnets d'Elisabeth, dans lesquels elle avait méticuleusement documenté sa vie en captivité. Il était évident que Joseph Fritzl avait tout planifié dans les moindres détails, maintenant un contrôle total sur la vie de ses victimes. Après l'arrestation de Fritzl, des experts commencèrent à analyser son profil psychologique. Les psychiatres le décrivirent comme un individu manipulateur, narcissique et totalement dénué d'empathie. Ses actes n'étaient pas le fruit d'un accès de folie, mais d'un plan méticuleusement élaboré et mis en œuvre avec une précision calculée, ayant pour seul but le maintien de son pouvoir et de son contrôle. Fritzl ne considérait pas Elisabeth et ses enfants comme des êtres humains, mais comme des objets façonnés selon ses désirs les plus pervers. En menant une vie apparemment normale, Fritzl avait trompé sa famille, ses voisins et les autorités. Personne n'aurait pu imaginer qu'une prison secrète existait sous sa maison, où se jouait un drame inimaginable. Sa capacité à manipuler les autres lui permit de cacher cette horreur pendant 24 ans, tandis qu'Elisabeth et ses enfants vivaient dans des conditions indignes de toute existence humaine. La découverte de la cave et le témoignage d'Elisabeth Fritzl choquèrent non seulement l'Autriche, mais aussi le monde entier. L'opération de sauvetage fut particulièrement délicate, car il ne s'agissait pas seulement de garantir la santé physique des victimes, mais aussi de lancer un long processus de guérison de leur traumatisme psychologique. Elisabeth et ses enfants, après des années d'abus, avaient besoin de temps et de soutien pour retrouver la confiance en l'humanité et reconstruire leur vie. L'histoire de Joseph Fritzl restera gravée dans l'histoire comme l'un des crimes les plus monstrueux de l'ère moderne. Son absence totale de remords et sa capacité à commettre de tels actes en secret reflètent les abysses les plus sombres de la psyché humaine. Le traumatisme psychologique qu'Elisabeth et ses enfants ont enduré est simplement incommensurable. Des années de maltraitance et de captivité ont laissé des cicatrices profondes, des blessures qui ne guériront peut-être jamais complètement. Elisabeth, ses enfants et Rosemary furent admis à la clinique d'Amstetten-Mauer pour entamer un long processus de rétablissement. Les séquelles étaient à la fois physiques et psychologiques. Isolés dans l'obscurité du sous-sol, les enfants souffraient de nombreux problèmes de santé. Le manque de nutrition adéquate et d'exposition à la lumière du soleil avait entraîné un développement anormal, tandis que leur corps était privé de la possibilité de renforcer son système immunitaire contre les maladies du monde extérieur. Lorsque les autorités interrogèrent enfin Joseph, son récit fut rempli de tentatives d'excuses et de minimisation de ses crimes monstrueux. Il prétendit que son intention initiale avait été d'aider Elisabeth, affirmant qu'elle était incontrôlable et prétendument dépendante de la drogue. Il expliqua qu'il l'avait enfermée pour la nettoyer. Selon lui, il avait eu l'intention de la libérer, mais avec le temps, la situation était devenue incontrôlable et il ne savait plus comment procéder. Son récit, bien entendu, ne tenait pas debout. Elisabeth déclara clairement qu'elle n'avait jamais consommé de drogue. Même si cela avait été vrai, rien n'expliquait pourquoi Joseph avait immédiatement commencé à l'agresser sexuellement. Rien ne collait. Les médias exhumèrent rapidement le passé criminel de Joseph et découvrirent qu'il avait déjà été condamné pour agression sexuelle en 1967. Le public se demanda avec raison pourquoi les autorités avaient gardé le silence sur ses antécédents criminels et comment un homme comme lui avait pu passer inaperçu. Un test ADN confirma enfin ce que tout le monde soupçonnait.
Joseph Fritzl était bien le père de tous les enfants qu'Élisabeth avait mis au monde en captivité. Lors de son procès, Joseph tenta de se faire passer pour un sauveur. Il déclara qu'il n'avait pas été obligé de sauver Kerstin et qu'il aurait pu tuer tout le monde sans que personne ne le sache jamais. Son sang-froid et son absence totale de remords choquèrent tous ceux qui assistaient à l'audience. En cherchant à se justifier, il prétendit qu'il n'avait pas prémédité la naissance des enfants et que tout s'était fait dans l'urgence car, selon lui, Élisabeth était sous l'emprise de la drogue. Il déclara qu'il n'avait pas préparé de lit, de toilette ou de télévision à l'avance, mais qu'il les avait ajoutés plus tard. Il nia avoir jamais utilisé des menottes ou des chaînes, affirmant que la mémoire d'Élisabeth était altérée par sa supposée dépendance. Ces déclarations étaient une insulte à l'intelligence. Joseph tenta même d'affirmer qu'il n'y avait jamais eu d'agression sexuelle avant la captivité d'Élisabeth et qu'aucun contact sexuel n'avait eu lieu avant qu'elle ne soit enfermée depuis 4 ou 5 mois. Il expliqua qu'il avait simplement voulu réconforter Élisabeth, remarquant qu'elle était malheureuse d'être enfermée. Son explication était perverse. Il déclara que, durant ces moments de réconfort, leur relation sexuelle avait recommencé et qu'Élisabeth ne s'était pas opposée. Il ajouta « Si elle avait dit non, j'aurais respecté cela. » Ses paroles étaient vides de sens et mensongères, tout comme son récit des événements passés. Lorsqu'on lui demanda ce qui était arrivé à Michael, Joseph affirma que l'enfant était mort-né et qu'il ne l'avait jamais vu vivant. Il déclara ensuite avoir brûlé son corps. Cependant, le témoignage d'Élisabeth révéla une vérité bien plus sombre. Elle affirma que Michael était né vivant et décrivit des symptômes qui indiquaient qu'il souffrait d'un problème médical grave. Des experts confirmèrent que le bébé aurait peut-être pu survivre s'il avait reçu des soins médicaux appropriés. Joseph était directement responsable de sa mort. À la fin de son témoignage, Joseph tenta d'expliquer pourquoi il avait enfermé Élisabeth. Il déclara qu'il avait toujours voulu quelqu'un rien que pour lui, une personne avec qui il pourrait partager une intimité et sur qui les autres n'auraient aucune influence. Il insista sur le fait qu'il était important pour lui qu'Élisabeth soit entièrement disponible pour lui, tant pour discuter que pour avoir des relations sexuelles. Ses paroles révélèrent la vérité. Joseph Fritzl avait créé une situation parfaite pour lui-même, une situation où seuls ses désirs étaient satisfaits, sans égard pour la souffrance qu'il infligeait. Son égoïsme était sans limite, et sa capacité à détruire la vie des autres faisait de lui un être d'une dangerosité extrême. Lorsque vint le tour d'Élisabeth de témoigner, elle réfuta presque toutes ses déclarations. Ses paroles étaient sincères et pleines de douleur, exposant la véritable nature des crimes de Joseph. Ses mensonges et tentatives d'excuses ne pouvaient masquer l'horreur de ses actes. C'est ce qui, ajouté aux preuves accablantes et à son absence totale de remords, poussa Joseph à comprendre qu'il ne pouvait pas gagner. Le 19 mars 2009, Joseph Fritzl changea son plaidoyer et plaida coupable. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. En mai 2008, Kerstin sortit du coma et en juin, les médecins annoncèrent que son état était stable. Elle était censée se rétablir complètement de la maladie qui l'avait conduite à l'hôpital. Les autres conséquences physiques et psychologiques devaient être traitées à long terme dans la clinique d'Amstetten-Mauer où Élisabeth et ses enfants suivaient des soins. Cependant, en raison de la dynamique familiale fragilisée et des tensions entre Élisabeth et sa mère Rosemary, il fut décidé que Rosemary quitterait la clinique en juin de la même année. Après sa sortie, Rosemary commença à vivre sous une nouvelle identité, afin de se distancer de la frénésie médiatique et tenter de recommencer une nouvelle vie. Après leur traitement, Élisabeth et ses enfants s'installèrent dans un petit village autrichien. Là-bas, ils continuèrent de recevoir une thérapie et tentèrent de reconstruire une vie normale, loin des traumatismes qu'ils avaient subis. Joseph Fritzl, de son côté, fut interné dans un établissement psychiatrique après sa condamnation. Bien qu'il ait rempli les conditions pour une libération conditionnelle, il fut transféré plus tôt cette année dans une prison classique. Le tribunal déclara dans un communiqué que sa libération ou une mise en liberté conditionnelle était impossible pour des raisons préventives spécifiques, soulignant la menace persistante qu'il représentait pour la société.
Bien que Joseph prétende ne plus être dangereux et avoir perdu tout désir sexuel, ses actions et ses déclarations indiquent le contraire. Dans une lettre adressée à la commission chargée de sa libération conditionnelle, Joseph exprima des regrets pour ce qu'il avait fait, mais déclara en même temps qu'il avait été un bon père. Cette déclaration confirma encore une fois son absence totale de remords sincères et son incapacité à comprendre l'ampleur de la souffrance qu'il avait infligée à Élisabeth et à ses enfants.